Je m'appelle Jackson Maddox. J'ai 38 ans et, au mariage de mon propre frère, mon père s'est levé devant 200 personnes et m'a traité de honte de la famille. Avant de vous raconter comment la propre mère de la mariée, une commandante décorée de la marine, a figé toute la salle et transformé leur triomphe en humiliation avec un seul salut parfait, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je trouve toujours incroyable de voir jusqu'où de telles histoires peuvent voyager. Tout a commencé un mardi d'octobre, par une journée fraîche et claire. Ma journée avait commencé à 5 heures avec une course de 8 km, suivie d'une série de briefings qui pouvaient décider du sort d'opération à l'autre bout du monde. L'air de mon bureau de Norfolk sentait encore légèrement le café industriel et l'odeur salée de la baie de Chesapeake. C'était un monde d'ordre, de conséquences, d'objectifs clairs et de résultats mesurables. C'était le monde que j'avais construit pour moi-même, brique par brique discipliné. Mon assistant, le lieutenant-commandant Simmons, un jeune officier vif d'esprit originaire de l'Ohio et dont les yeux ne laissaient rien passer, est entré dans mon bureau. Il se déplaçait avec une efficacité tranquille que j'appréciais. Il n'a pas parlé avant de se tenir devant mon bureau. « Monsieur, les rapports préliminaires sur l'opération Six Serpents sont sur votre bureau pour examen, » a-t-il dit, et ceci est arrivé pour vous par courrier personnel. Il a placé une seule enveloppe de couleur crème sur mon sous-main. Elle était épaisse, lourde et ornée, un corps étranger complet dans mon environnement stérile de correspondance numérique et de dossiers manille standard. « Merci, Simmons » ai-je dit, sans lever les yeux du rapport. « C'est tout. » Il a hésité une seconde, rompant avec son protocole habituel. « Monsieur, tout va bien ?» J'ai levé les yeux. Il fixait l'enveloppe, son expression soigneusement neutre, mais sa curiosité était évidente. « Très bien, lieutenant. »« Merci. » Il a hoché la tête et s'est retiré, refermant doucement la porte derrière lui. J'ai regardé l'enveloppe. L'adresse de l'expéditeur était un fantôme d'une vie passée, une rue dans une banlieue verdoyante et riche de Virginie où je n'avais pas mis les pieds depuis 6 ans, ma maison familiale. Avec un soupir, j'ai fendu l'enveloppe avec un coupe-papier en forme de dague navale, un cadeau de mon premier commandement. À l'intérieur, l'invitation était ce à quoi je m'attendais. Mon jeune frère, Tyler, allait se marier. Son nom, et celui de sa fiancée, Alexis Chin, étaient écrits en calligraphie dorée élaborée. Mon propre nom, cependant, était adressé avec une formalité froide, presque militarisée, qui était clairement la touche de mon père, vice-amiral Jackson Maddox. Ce n'était pas un nom. C'était un grade, un titre qu'il ne pouvait ni comprendre ni vraiment respecter, mais qu'il se sentait obligé de reconnaître sur papier. Puis j'ai vu le mot, un petit morceau de papier à lettres glissé dans le pli de l'invitation. C'était l'écriture de ma mère, une écriture familière et pointue qui avait autrefois signé mes bulletins scolaires, ne contenait que 2 mots, tiens-toi bien. 2 mots, les mêmes 2 mots qu'elle m'avait murmurés quand j'avais 10 ans, juste avant que je doive m'excuser auprès d'un voisin pour une fenêtre que Tyler avait cassée avec une balle de baseball. Les mêmes 2 mots qu'elle m'avait soufflés lors de notre dernier dîner de Noël désastreux il y a 6 ans, quelques instants avant que mon père, ivre de scotch et de ressentiment, ne m'accuse d'afficher mon succès pour le faire paraître petit. Cette nuit-là s'est terminée par un verre brisé contre la cheminée et mon départ silencieux dans la froide nuit de décembre. Je ne suis pas revenu depuis. Un homme moindre aurait mis l'invitation en lambeaux. Une version plus jeune et plus en colère de moi l'aurait certainement fait, mais la marine ne m'avait pas seulement donné une carrière. Elle avait fait de moi un stratège. Elle m'avait appris qu'on ne gagne pas une guerre en refusant de se battre. On gagne en choisissant son champ de bataille, en contrôlant le récit et en exécutant son plan avec une précision absolue. Cette invitation n'était pas une branche d'olivier. C'était une convocation, un défi, et après 6 ans, j'étais prêt à y répondre. J'ai appelé Simmons. Il est apparu instantanément. « Lieutenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Officieusement. « Bien sûr, monsieur. J'ai besoin d'une liste complète et non classifiée des invités au mariage de Tyler Maddox et Alexis Chin. La famille de la mariée est la priorité. Je suis particulièrement intéressé par tout lien militaire, actif ou retraité, en particulier toute personne associée au renseignement naval. » Simmons a cligné des yeux, le premier signe de surprise que je lui avais vu depuis des mois. « Monsieur, et réservez-moi un vol commercial pour Richmond pour ce week-end, » ai-je dit, les yeux fixés sur l'écriture moqueuse et élégante de l'invitation. Il semble que j'ai une fonction familiale à laquelle assister. Je n'y retournais pas pour une réconciliation. Je n'y retournais pas pour un pardon. Ces navires avaient pris la mer,
heurté leurs propres icebergs et coulé au fond d'un océan froid et sombre il y a des années. J'y retournais pour mettre fin à la guerre psychologique tranquille qu'ils menaient contre moi depuis que j'étais enfant. Et cette fois, je ne serai pas le garçon avec le modèle de navire brisé. Je serai l'amiral, et j'amènerai ma propre flotte. La voiture de location était une berline grise anonyme, le genre de voiture qui se fond dans n'importe quelle autoroute d'Amérique. Alors que je suivais l'itinéraire familier depuis l'aéroport international de Richmond, des souvenirs que j'avais gardés enfermés dans un compartiment étanche de mon esprit ont commencé à faire surface. La Virginie en automne était magnifique, les arbres étant une explosion de rouge et d'or, mais le paysage n'était qu'une toile de fond pour un passé qui me semblait aussi gris et oppressant qu'un ciel d'hiver. Ma maison d'enfance n'était pas un lieu de chaleur. C'était un lieu de règles, mais les règles étaient différentes pour moi et mon frère. J'étais le fils sérieux, celui qui vivait selon la logique et la discipline. Ma chambre était un témoignage d'ordre, des livres rangés par sujet, des modèles d'avions construits avec une précision méticuleuse, des devoirs faits le jour même où ils étaient assignés. La chambre de Tyler était un tourbillon de chaos, des vêtements sur le sol, du matériel de sport empilé dans un coin, des projets à moitié terminés abandonnés pour la prochaine chose brillante. Il était le fils charmant, celui qui vivait selon l'impulsion et l'émotion. Il pouvait enfreindre une règle, esquisser un sourire et, d'une manière ou d'une autre, finir par être le héros de l'histoire. Je me souviens quand j'avais 16 ans. J'avais passé des mois à me préparer pour mes examens d'entrée à l'Académie navale et le test d'aptitude physique. Ma vie était un programme rigide d'études, de courses, de pompes et de traction. Le même semestre, Tyler, qui avait 14 ans, échouait en algèbre. La solution de mon père n'a pas été de donner un tuteur à Tyler. C'était de me dire de passer moins de temps sur mon obsession militaire et plus de temps à aider mon frère. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce, Jackson, avait dit mon père, son ton impliquant que mon ambition était une forme d'égoïsme. La famille est de la famille. Alors je l'ai fait. J'ai passé des heures à essayer d'expliquer des équations algébriques à un frère qui était plus intéressé à griffonner sur son cahier. J'ai couru avec lui le matin, essayant de le mettre en forme pour les essais de l'équipe de soccer junior. Ma propre formation en a souffert, mais je l'ai fait parce que la famille est de la famille. Tyler a réussi l'algèbre avec un C-. Il n'a pas intégré l'équipe de soccer. Ma récompense pour l'avoir aidé a été une conférence de ma mère sur la façon dont ma personnalité intense mettait probablement trop de pression sur lui. Cet été-là, lorsque ma lettre d'acceptation de l'Académie navale est arrivée, mon père a regardé l'enveloppe officielle, a grogné et a dit « Eh bien, je suppose que c'est ça, alors ». Il n'y a pas eu de célébration, pas de fête. La même semaine, Tyler a gagné un concours de mangeur de hot-dog à la foire du comté, et mes parents ont encadré le ruban bleu et l'ont accroché dans le bureau. C'était le fond du problème. Mes succès étaient des vérités gênantes, des rappels d'un chemin que mon père n'avait pas emprunté, d'une discipline qui lui manquait. Les victoires insignifiantes de Tyler étaient célébrées parce qu'elles étaient sûres. Elles ne représentaient aucune menace pour l'ego fragile de mon père. En entrant dans la longue allée de gravier, j'ai vu la maison. C'était un spécimen parfait d'architecture coloniale, une façade en briques de 2 étages avec des piliers blancs et des volets vert foncé. Elle projetait une image de stabilité, de vieille famille riche, d'une famille américaine heureuse. C'était le mensonge le plus convaincant qu'ils aient jamais raconté. Je suis sorti de la voiture. L'air d'octobre était vif. Je portais des vêtements civils, un blazer foncé, un pantalon gris et une chemise boutonnée simple. J'avais décidé de ne pas porter mon uniforme pour l'arrivée. C'était un outil que je déploierais plus tard. Pour l'instant, je serais le fils. Je leur donnerai une dernière chance de me voir comme tel. Ma mère, Margaret, m'a rencontré à la porte. Elle était encore une belle femme, mais son visage était gravé de fines lignes d'insatisfaction perpétuelle. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier, une habitude nerveuse dont je me souvenais bien. « Jackson », a-t-elle dit. Pas de câlin, pas de sourire, juste mon nom, prononcé comme un élément de ligne sur une longue liste de tâches. « Tu es là. Ta chambre est la même qu'avant. Ne fais pas de dégâts. »« Bonjour, mère », ai-je dit. « Je suis content de vous voir aussi. » Le sarcasme était perdu pour elle, ou elle a choisi de l'ignorer. La maison sentait la même chose, le cirage au citron, le vieux papier et une légère odeur indéfinissable de déception. Je suis entré dans le salon, et le nœud froid qui s'était formé dans mon estomac mardi s'est resserré. Les murs étaient un musée organisé de la vie de Tyler,
Tyler à sa remise de diplôme d'études secondaires, bras dessus bras dessous avec nos parents, Tyler tenant un trophée ridicule d'une équipe de softball de ligue de bière, Tyler lors d'un voyage de ski, Tyler et sa fiancée, Alexis, souriant sur une photo de fiançailles prise par un professionnel sur la plage. J'ai examiné chaque mur, chaque étagère, chaque table d'appoint. Pas une seule photo de moi. C'était à couper le souffle dans son intégralité. J'avais été systématiquement, méthodiquement effacé de l'histoire de notre famille. C'était comme si leur deuxième fils n'était jamais né. Mon père, Robert, est apparu dans l'embrasure de la porte de son bureau. Il tenait un verre de scotch liquide ambré, son compagnon constant. Il était un capitaine de la marine à la retraite, un homme dont la carrière avait culminé il y a 20 ans. Il m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon visage, puis sur mes épaules, comme s'il cherchait l'uniforme qui n'était pas là. « Alors tu es venu » a-t-il dit, sa voix étant un grognement bas. Ce n'était pas une salutation. C'était une accusation. « Vous avez envoyé une invitation » ai-je répondu, ma voix égale. « Ne fais pas le malin, Jackson » a-t-il rétorqué. « Tu connais les règles. Ce week-end est consacré à Tyler, pas à toi. N'ose pas faire tes pitreries. » J'ai dû résister à l'envie de rire. Mes pitreries avaient inclus l'obtention d'un diplôme avec distinction de l'académie, le commandement réussi d'un navire de guerre et l'obtention d'un grade dont il n'avait jamais rêvé. Pour lui, toute ma vie était une pitrerie faite dans le seul but de l'embarrasser. Le dîner de répétition de ce soir-là a eu lieu dans un club de campagne étouffant. C'était le dévoilement public de mon statut de paria familial. Le plan de table m'a placé à la table 9, une petite table ronde dans un coin sombre, coincée entre une fougère en pot et les portes battantes de la cuisine. Mes compagnons de table étaient une poignée de voisins de mes parents qui avaient été invités par obligation et qui n'avaient clairement aucune idée de quoi me parler. Mon oncle Roy, le frère cadet et plus bruyant de mon père, est venu me donner une forte tape dans le dos. « Jackie, tu joues encore avec ces gros bateaux gris. »« Hein ? N'en coule aucun, » a-t-il rugi, en projetant des éclaboussures de salive. Ma tante Patricia, sa femme, s'est penchée vers l'un des voisins et a chuchoté, juste assez fort pour que je l'entende, « Il a toujours été un garçon étrange et sérieux, il avait des problèmes, vous savez. » J'ai mangé mon poulet trop cuit, le bruit rythmé du va-et-vient des portes de la cuisine fournissant une bande sonore déprimante au repas. Puis, de l'autre côté de la pièce, je l'ai vu, le capitaine Marcus Rivera, mon meilleur ami, mon frère dans tous les sens du terme. Il était un invité de la famille Chin. Sa femme avait fait des études de droit avec Alexis. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la colère éclater sur son visage. Il connaissait l'histoire de ma famille, mais voir la théorie mise en pratique de manière aussi brutale était une autre chose. Il a fait un geste pour se lever, pour traverser la pièce et me rejoindre dans mon exil, mais je lui ai fait le plus petit, le plus imperceptible signe de tête négatif. Pas encore. Attends le signal. Il a compris. C'était un guerrier. Il connaissait l'importance du timing. Il s'est rassuré, mais ses yeux ne m'ont jamais quitté, une promesse silencieuse de soutien. Plus tard, alors que le dîner touchait à sa fin, je me suis tenu près du bar pour prendre un verre d'eau. Tyler était à proximité, entouré de ses garçons d'honneur, se prélassant dans leur adulation. « Ton frère est plutôt bien habillé » a dit l'un d'eux, en faisant un signe de tête dans ma direction. « C'est quoi son problème, de toute façon ?»« Mon père était dans l'armée » a-t-il dit. « Devenir amiral est pratiquement impossible. » Tyler a ri, un son méprisant et arrogant. « Vice-amiral, et c'est surtout politique. C'est un gratte-papier à décès, il passe ses journées à s'assurer que le café d'un sénateur est chaud. Ce n'est pas comme si c'était un vrai commandement. D'ailleurs, regarde-le. Ce type n'a pas de vie. Il ne s'est même jamais marié. Pas d'enfant. Quel est l'intérêt d'un gros salaire et d'un titre ronflant si tu n'as personne avec qui le partager? C'est moi qui gagne vraiment. J'ai Alexis. J'ai une vraie vie. Je suis resté là à laisser les mots me frapper. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était leur histoire officielle, celle qu'ils se racontaient à eux-mêmes et au monde pour donner un sens à ma vie, pour la diminuer, pour la rendre plus petite que la leur. Je suis sorti sur la terrasse. L'air frais de la nuit était pur. Marcus m'a rejoint un moment plus tard. « Jacques, c'est pire que tu ne me l'as jamais dit » a-t-il dit, sa voix tendue. « C'est une campagne d'humiliation délibérée et coordonnée. » « Je sais ce que c'est » ai-je dit, en regardant les étoiles.
Pourquoi? Pourquoi les laisses-tu faire? Un mot de toi, un appel à la bonne personne, et tu pourrais rendre leur vie très, très inconfortable. Je me suis tourné vers lui, la faible lumière du clubhouse projetant de longues ombres sur le patio en pierre. Parce que, Marcus, ai-je dit, et un sourire froid et dur a touché mes lèvres pour la première fois ce soir-là, pour gagner une bataille, tu dois d'abord laisser ton ennemi croire qu'il est en train de gagner. Tu les laisses étendre leurs lignes. Tu les laisses devenir arrogants. Tu les laisses révéler leur position. Ils pensent qu'ils organisent un mariage, mais ce qu'ils font en réalité, c'est préparer leur propre cour martiale, et je vais être le juge-président. Marcus m'a regardé fixement, un lent sourire se répandant sur son propre visage. Tu as un plan. J'ai toujours un plan, ai-je confirmé. Le jeu était lancé, et j'étais enfin prêt à faire mon mouvement. Le matin du mariage est arrivé avec un ciel brillant et sans nuages. C'était le genre de journée d'automne parfaite qui appartient à une carte postale. Dans la maison de la famille Maddox, cependant, un système de basse pression se construisait. J'avais étalé mon uniforme blanc de cérémonie la veille au soir, en le repassant moi-même avec un défroisseur de voyage. Je ne faisais confiance à personne d'autre dans cette maison pour le faire. J'avais également, bien sûr, apporté un uniforme de rechange complet. Dans mon monde, la redondance n'était pas du pessimisme. C'était du professionnalisme. Vous avez toujours une contingence, toujours. Ma prévoyance a porté ses fruits. Je suis descendu prendre une tasse de café, et quand je suis retourné dans ma chambre, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Sur la poitrine blanche immaculée de ma veste d'uniforme, il y avait une grande et laide éclaboussure de rouge foncé. Un verre de ce qui sentait le merlot était posé sur la table de chevet, une preuve silencieuse et accablante. Ma tante Patricia est apparue dans l'embrasure de la porte, un regard d'horreur théâtrale sur son visage. Son fils, mon cousin de 8 ans, a jeté un coup d'œil derrière ses jambes. Oh mon Dieu, Jackson, Patricia a haleté. Billy, as-tu fait ça? Oh, vilain garçon. Le garçon a juste gloussé. Je suis tellement, tellement désolé, Jackson. Tu sais comment sont les enfants. Ils touchent à tout. J'espère que ce n'est pas ruiné. Le mensonge était si transparent qu'il était presque insultant. Ce n'était pas un accident. C'était une attaque coordonnée, un acte de sabotage mesquin conçu pour me déstabiliser, pour me diminuer, pour ternir littéralement le symbole de l'œuvre de ma vie. Il voulait que je me présente avec une apparence tachée et débraillée, une manifestation physique de la honte qu'il croyait que j'étais. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à la veste tachée. J'ai regardé directement Patricia, mes yeux aussi froids et calmes qu'une mer d'hiver. C'est très bien, tante Patricia, ai-je dit, ma voix dangereusement douce. Merci pour le rappel. Dans mon métier, nous avons un dicton, 2, c'est un, et 1, c'est rien. Je viens toujours préparé. Je me suis dirigé vers mon sac à vêtements, je l'ai dézippé et j'en ai sorti l'uniforme de rechange identique et immaculé. Je l'ai brandi. Comme je l'ai dit, préparé. Le regard suffisant sur son visage a vacillé, remplacé par un éclair de confusion et autre chose, une petite étincelle de peur. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Je n'étais pas déstabilisé. Je n'étais pas en colère. J'avais le contrôle. Elle a marmonné quelque chose à propos de préparer Billy et s'est enfuie en courant. Alors que j'enfilais l'uniforme frais, j'ai senti le rituel familier me calmer, l'alignement précis des rubans, le clic satisfaisant des boutons, le poids du tissu sur mes épaules. Cet uniforme n'était pas un costume. C'était une déclaration de fait. Il représentait 2 décennies de discipline, de sacrifice et d'engagement inébranlable. C'était un monde à part des pitreries bon marché et des petites jalousies de cette maison. Le prochain front de leur guerre d'usure s'est ouvert sur la pelouse tentaculaire et parfaitement entretenue du club de campagne où les photos d'avant la cérémonie étaient prises. Le photographe, un homme harcelé dans un costume serré, prenait clairement ses instructions de ma mère, qui agissait comme la directrice non officielle et tyrannique de la séance. D'accord, les parents du marié avec l'heureux couple, a-t-elle appelé, sa voix brillante et cassante. Robert et Margaret rayonnaient alors qu'ils flanquaient Tyler et Alexis. Parfait, maintenant juste les frères et sœurs. Les yeux de ma mère ont croisé les miens pendant une fraction de seconde, un défi silencieux. J'ai commencé à m'avancer. Oh non, pas toi, mon chéri, a-t-elle dit rapidement, en agitant une main méprisante. Nous voulions dire les frères et sœurs de la mariée avec le marié. Une petite photo de « Bienvenue dans la famille ».
C'était une improvisation magistrale et cruelle. Encore et encore, ils ont trouvé une raison de m'exclure, les cousins, les grands-parents, tout le clan Maddox. J'ai été laissé sur la périphérie, les regardant construire un album de famille parfait dont j'étais ostensiblement absent. C'était une déclaration publique que je n'étais pas l'un d'eux. Après plusieurs minutes de cette humiliation polie et souriante, j'ai vu une silhouette se détacher de la foule croissante d'invités et marcher vers moi avec détermination. C'était la commandante Helena Chen, la mère de la mariée. C'était une présence formidable dans son propre uniforme de cérémonie, une femme dont le comportement calme dissimulait un esprit aussi tranchant qu'un éclat de verre. Nous avions servi ensemble dans un groupe de travail conjoint à enjeux élevés dans le Golfe Persique, un environnement de cocotte minute où vous appreniez la vraie mesure d'une personne. Nous nous connaissions et nous nous respections. Amiral, a-t-elle dit, sa voix basse et stable alors qu'elle s'arrêtait à côté de moi. Elle n'a pas salué. Cela aurait été une violation du protocole dans ce cadre social, mais sa posture était celle d'un respect professionnel indéniable. Il semble que le registre officiel de cet événement soit en cours d'organisation. Une observation astucieuse, commandante, ai-je répondu, mes yeux toujours fixés sur le groupe riant. Ma fille est une bonne femme, a-t-elle dit, son regard s'adoucissant alors qu'elle regardait Alexis, qui souriait, inconsciente du drame qui se déroulait au bord de la pelouse. Elle est avocate d'entreprise, brillante, avec des principes. Elle ne sait rien de cette dynamique. L'histoire qu'on lui a racontée est que vous êtes un frère difficile et éloigné qui désapprouve son mariage avec Tyler. L'histoire officielle, leur propagande. Cela me dépeignait comme le méchant, le carriériste au cœur froid qui ne pouvait pas se réjouir du bonheur de sa famille. Merci pour les renseignements, Helena, ai-je dit, en utilisant son prénom pour la première fois. C'est un élément essentiel du tableau opérationnel. Elle a hoché la tête, comprenant parfaitement ma signification. Faites-moi savoir si vous avez besoin de soutien, amiral. Mon équipe est votre équipe, toujours. Compris, commandante, ai-je dit. Le soutien dont j'avais besoin n'était pas un sauvetage. Il s'agissait simplement qu'elle soit qui elle était, un témoin dont la crédibilité était irréprochable. La cérémonie elle-même était une belle pièce de théâtre. J'étais assis sur un banc tout au fond de l'église, un îlot de blanc dans une mer de costumes sombres et de robes pastel. J'ai regardé Tyler se tenir à l'autel, ressemblant en tout point au fils beau et réussi que mes parents avaient toujours voulu. J'ai regardé mon père bomber le torse avec fierté. J'ai regardé ma mère tamponner une larme que je savais n'était pas réelle, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le lien émotionnel avait été rompu il y a longtemps. Il ne restait qu'un problème tactique qui nécessitait une solution finale et décisive. À la réception, l'insulte finale, celle qui était censée me briser, a été livrée avec une élégance calligraphique précise. Le plan de table était un tableau massif et orné à l'entrée de la grande salle de bal. Table 1, la noce. Table 2 et 3, famille proche. J'ai examiné la liste des noms soigneusement imprimés, en bas de la liste, et encore une fois. Mon nom n'y figurait pas. Puis je l'ai vu. Tout en bas du tableau, en dessous du plan d'étage, presque une pensée après coup, était un petit ajout grossièrement écrit à la main en marqueur noir, J. Maddox, table 18. Je n'avais pas besoin de trouver la table pour savoir où elle était. Mon évaluation stratégique de la pièce avait déjà identifié le pire emplacement possible. La table 18 était une petite table pour 2 personnes entassées dans une alcôve à côté des principales portes de service de la cuisine. C'était une place pour un vendeur, pas pour un invité. Je me suis dirigé vers la table et me suis assis. La porte s'est ouverte brusquement, me bombardant d'une vague de chaleur, de bruit et d'odeur d'ail. Un serveur a failli heurter ma chaise. C'était parfait. Ils avaient fait leur dernier mouvement. Ils avaient poussé toutes leurs pièces en avant, laissant le roi complètement exposé. Ils pensaient m'avoir mis en échec et mat. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de tomber dans mon piège. Marcus est apparu un instant plus tard, son visage étant un masque de fureur froide. Ça suffit, Jacques. Nous partons, a-t-il dit, sa voix un bas sifflement. Ce n'est pas seulement une insulte. C'est une déclaration de guerre. Allons-y. C'est moi qui offre. Le meilleur steakhouse de Richmond. Assieds-toi, Marcus, ai-je dit calmement, en prenant la serviette et en la pliant en un carré parfait et net sur mes genoux. Assieds-toi. Pourquoi au nom de Dieu resterais-tu ici à subir ça? Je levai les yeux vers lui, le regard dur. Parce que je ne subis pas ça. Je le documente.
J'ai besoin d'un témoin, et en ce moment, c'est toi. Ma décision était prise. J'endurais ce dernier acte de défi pathétique. J'absorberais leur dernière volée parce que la contre-attaque que j'avais planifiée n'en serait que plus dévastatrice. La tempête ne faisait que commencer, j'étais sur le point de devenir la tempête. La salle de bal bourdonnait de la joie artificielle d'une centaine de conversations. De mon exil à la table 18, j'avais une vue panoramique du champ de bataille. C'était comme être dans un centre de commandement, observant les mouvements ennemis à distance. J'étais isolé, mais j'étais aussi omniscient. J'ai observé mon père, Robert. Il passait de table en table, un verre de scotch collé en permanence à sa main. Il jouait le rôle du fier patriarche, tapant dans le dos, riant trop fort. Il s'est arrêté longuement à une table occupée par un homme que j'avais reconnu grâce aux renseignements pré-mariage que Simons avait recueillis pour moi, un magnate local de l'immobilier, un homme dont le nom sur un bâtiment était l'idée que mon père se faisait du vrai succès. Mon père était animé, pointant du doigt, gesticulant, sans doute essayant d'impressionner cet homme avec ses relations puissantes et sa famille merveilleuse. Tout cela était une performance, une tentative désespérée de consolider son propre sens fragile de l'estime de soi. J'ai observé ma mère, Margaret. Elle était la directrice sociale de l'opération, glissant entre les tables avec un sourire serein plaqué sur son visage. Elle touchait un bras ici, riait d'une blague là, s'assurant que la grande illusion de la famille parfaite restait intacte. Elle était la principale propagandiste, celle qui avait passé toute une vie à tisser un récit du génie de Tyler et de mon étrangeté. Sa véritable crainte, je le savais, n'était pas que j'échoue, mais que je réussisse si spectaculairement que son monde soigneusement construit serait exposé comme un mensonge. Et j'ai observé mon frère, Tyler. Il était sur la piste de danse avec sa belle nouvelle épouse, Alexis. C'était un bon danseur, je devais lui accorder cela. Il bougeait avec une grâce facile et pratiquée qui lui était toujours venue naturellement. Mais même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir les indices subtils, la façon dont ses yeux se dirigeaient vers la table de notre père toutes les quelques secondes, cherchant l'approbation, la légère tension dans son sourire. Il jouait aussi un rôle. Il jouait le rôle du marié heureux et réussi, l'enfant chéri qui avait remporté le prix ultime, mais c'était une victoire fragile. Tout son sens de soi était emprunté, un reflet des ambitions de nos parents. Sans leur approbation, il n'était rien. Marcus était assis avec moi, un pilier silencieux de loyauté. Il avait tiré une chaise de sa table à signer, un petit acte de rébellion significatif. Cela créait un petit tableau étrange, les deux officiers en uniforme, l'un capitaine, l'autre vice-amiral, assis aux pires places de la maison. Cela n'est pas passé inaperçu. J'ai vu mon père lancer un regard sombre et venimeux dans notre direction. Il ne pouvait pas supporter ça, la vue de moi avec un ami, un père, un frère d'armes. C'était une fissure dans son récit de mon isolement. On dirait qu'il veut te faire passer en cour martiale pour t'amuser, murmura Marcus, faisant tournoyer le vin dans son verre. Le contrôle est sa drogue de prédilection, répondis-je, la voix basse. Mon existence même est un défi à son autorité. Il ne supporte pas que j'ai construit une vie, une carrière, une réputation complètement en dehors de sa sphère d'influence. Mon regard balaya la pièce et rencontra la commandante Chen. Elle était assise avec sa famille et l'amiral Thompson, l'officier 4 étoiles à la retraite mais toujours immensément respecté. Elle me fit un bref signe de tête, presque imperceptible. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Les acteurs clés étaient conscients de la situation. Ils observaient. Ils étaient mes atouts stratégiques qui attendaient d'être déployés après que les assiettes du plat principal aient été débarrassées. Un DJ en smoking s'avança vers le microphone. Très bien, tout le monde. Acclamons nos heureux mariés, Tyler et Alexis. Et maintenant, il est temps pour quelques toasts spéciaux de notre noce. L'atmosphère dans la pièce changea. C'était l'événement principal. Le témoin, un gars dégingandé de la fraternité de Tyler, fit un discours décousu qui parlait plus de ses propres exploits universitaires que du marié. Ensuite, la demoiselle d'honneur, la sœur cadette d'Alexis, fit un toast sincèrement doux et touchant qui fit couler une larme à la mariée. Puis le DJ annonça, et maintenant, écoutons le fier père du marié, Monsieur Robert Maddox. Mon père monta sur scène, rayonnant. Il fit un discours court et générique sur la fierté qu'il éprouvait pour son fils Tyler, sur la merveilleuse personne qu'était Alexis et sur le bonheur qu'il avait de l'accueillir dans la famille. Il ne mentionna pas mon nom. Bien sûr que non. Il termina, et alors que les applaudissements s'estompaient,
il leva la main. Mais avant de partir, dit-il, un sourire narquois sur le visage, mon fils Tyler voulait aussi dire quelques mots. Tyler bondit pratiquement sur scène, prenant le microphone à notre père. Le projecteur, qui était dirigé sur la table d'honneur, se balança dans la pièce, à la recherche. Il me dépassa une fois, puis revint, me clouant dans sa lumière vive et impitoyable. L'opérateur avait ses instructions. « Waouh, quelle journée !» commença Tyler, la voix pleine d'énergie. « Merci à vous tous d'être ici. Cela signifie beaucoup pour nous. » Il fit une pause, laissant ses yeux me trouver dans l'obscurité. « Je veux remercier tout spécialement mon grand frère, Jackson, d'avoir fait le voyage. Je sais à quel point il est occupé avec tout son travail important. » La pièce se tut. Ce n'était pas un toast, c'était une embuscade. Je pouvais sentir le poids de 200 perdus sur moi. Je ne bougeais pas. Je ne bronchais pas. Je le laissais avoir la scène. Un bon commandant sait quand laisser l'ennemi avancer dans la zone de destruction. J'étais dans l'œil du cyclone, un lieu de calme parfait, de concentration absolue. J'avais posé l'appât. Il était maintenant temps de les voir le prendre. Le projecteur était un cercle blanc et chaud, m'isolant du reste de la pièce. Le silence était absolu, un vide qui attendait d'être comblé. Tyler se tenait sur la scène, se baignant dans le pouvoir du moment. Il était le procureur, le juge et le jury, et il était sur le point de rendre son verdict sur toute ma vie. Vous savez, continua-t-il, sa voix dégoulinant du genre de fausse sincérité qu'il avait perfectionné enfant, c'est drôle. Les gens voient l'uniforme, ils voient les étoiles, et ils sont tout impressionnés. Ils pensent que mon frère est une sorte de héros d'action, vous savez, comme dans un film. Il laissa échapper un petit rire moqueur. Quelques-uns de ses amis aux tables du devant, ceux qui étaient au courant de la blague depuis des années, rirent avec lui. Mais la vérité est, Tyler se pencha vers le microphone, sa voix devenant un murmure conspirateur qui portait toujours dans toute la salle de bal silencieuse, que son travail maintenant est surtout administratif en tant que travail de bureau, beaucoup de paperasse. Pensez à lui moins comme à un guerrier et plus comme, eh bien, un portier pour la marine, un portier très haut placé et bien habillé, mais un portier néanmoins. Il ne garde que des portes pour les politiciens maintenant. Le rire qui suivit fut plus fort cette fois. Il se répandit dans la pièce, commençant par la vilaine offense de Tyler et se propageant à la famille élargie, les tantes et les oncles qui avaient toujours considéré ma discipline comme de l'arrogance et mon succès comme un affront personnel. Il riait de l'absurdité de tout ça, le garçon étrange et sérieux qui jouait au soldat finalement remis à sa place. Il avait réduit mon commandement, ma responsabilité pour la vie et la sécurité de milliers de marins américains, à une chute. Je restai immobile, le visage impassible. Je pris mon verre d'eau, mes mouvements lents et délibérés. Je ne leur donnerai pas la satisfaction d'une réaction. Mon père, Robert, ne put résister à l'occasion de porter le coup fatal. Il repoussa sa chaise et se leva, le visage rouge de scotch et de victoire. Sa voix, des années de ressentiment derrière elle, résonna dans toute la pièce. « Il est juste modeste, Tyler », cria Robert, suscitant une nouvelle vague de rire. Il fit une pause pour un effet dramatique, puis prononça la phrase qu'il attendait de dire en public depuis 30 ans. En réalité, il est la honte de cette famille. C'était ça, la déclaration finale et définitive. Le rire explosa. C'était un rugissement de moquerie, de dérision, de soulagement collectif que le mouton noir de la famille ait finalement été officiellement stigmatisé. Je vis le regard de triomphe pur et sans mélange sur le visage de mon père. Il avait gagné. Devant tout le monde, il m'avait réduit à rien. Je posai mon verre d'eau avec un doux cliquetis, puis je me levai. Le rire s'arrêta et mourut, remplacé par un silence tendu et curieux. Le paria était debout. La honte était sur le point de parler. Que pouvait-il bien dire? Je ne regardais pas mon père. Je ne regardais pas mon frère. Mes yeux trouvèrent le magnate de l'immobilier que mon père avait courtisé toute la soirée. Je m'adressai à lui, mais ma voix était calme, claire et projetée dans tous les coins de la pièce. Mon père a le droit d'avoir son opinion, commençai-je, mon ton aussi calme et stable qu'un navire en mer calme, et mon frère a raison. Mon travail implique effectivement des portes. Je fis une pause, laissant la tension monter, mais il se trompe sur la nature de mon travail. Vous voyez, les portes dont je suis responsable sont celles qui assurent la sécurité de ce pays la nuit. Les portes que je garde sont celles que nos ennemis prient de pouvoir ouvrir, et celles derrière lesquelles des familles comme la vôtre dorment paisiblement,
sans jamais connaître les dangers qu'elle repoue. 100. Les personnes dont je suis responsable, elles sont plus importantes que toutes les personnes dans cette pièce réunies. Un murmure bas et mal à l'aise se répandit dans la foule. Ce n'était pas la réaction d'un homme honteux. C'était une réfutation directe et confiante. Le visage de Robert se tordit, passant du triomphe à la confusion, puis à la rage. Je tournai alors légèrement la tête, mon regard se fixant sur Marcus. C'était le signal. Marcus se leva, sa tenue reflétant chaque pouce du capitaine de la marine décoré. Il dit, « Amiral, je m'excuse pour l'interruption », sa voix résonnant d'une curiosité formelle, mais il y a un instant, vous m'avez mentionné que vous aviez récemment reçu une distinction pour votre dernier commandement, une distinction plutôt importante, je crois, vous avez dit. Je suppose que les détails de l'opération sont classifiés. La pièce était maintenant si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Je fis un léger signe de tête. Les détails opérationnels restent classifiés, capitaine. La récompense elle-même, cependant, a été déclassifiée et versée au dossier public le mois dernier. Le piège s'était refermé. C'était une manœuvre parfaite, professionnelle et tout à fait défendable. Je ne me vantais pas, je ne faisais que confirmer un fait en réponse à une question directe d'un autre officier dans un cadre public. Dossier public, dit Marcus, un regard d'intérêt théâtral sur son visage alors qu'il sortait son smartphone. Eh bien, alors le portail des affaires publiques de la marine devrait avoir la citation. Tout étant source ouverte. Ses doigts commencèrent à taper sur l'écran. Le seul bruit était le léger cliquetis du clavier virtuel. Qu'est-ce que cela signifie, balbutia mon père, son autorité s'évaporant. C'est un mariage. Asseyez-vous. Personne ne lui prêta attention. Tous les yeux étaient rivés sur Marcus. Ah, c'est bon, annonça Marcus, sa voix portant le poids de l'autorité. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire l'écran. Citation officielle pour l'attribution de la médaille du service distingué de la marine au vice-amiral Jackson Maddox. Un halètement collectif et audible se répandit dans la pièce. Même les civils savaient que la médaille du service distingué n'était pas une mince affaire. C'était un honneur réservé aux plus hauts échelons du leadership, pour un service d'une profonde importance nationale. La voix de Marcus devint plus forte, chaque mot étant un coup de marteau au récit que ma famille avait si soigneusement construit, pour un service exceptionnellement méritoire à un poste de grande responsabilité en tant que commandant du groupe de travail interarmé Neptune Spear. Le vice-amiral Maddox a fait preuve d'un leadership stratégique brillant, d'un courage personnel et d'une détermination inébranlable au cours de l'opération Silent Tide. Ses actions décisives face à un adversaire numériquement supérieur et technologiquement avancé ont directement entraîné la neutralisation d'une menace critique pour la sécurité nationale et la préservation de plus de 200 vies américaines, y compris l'équipe de renseignement avancée dirigée par la commandante Helena Chin. Le nom de la commandante Helena Chin frappa la pièce comme un éclair. Toutes les têtes se tournèrent en même temps pour fixer la mère de la mariée. Et puis le coup final, dévastateur. La commandante Helena Chin, dans son uniforme blanc de cérémonie impeccable, repoussa sa chaise et se leva. Elle traversa avec un calme et une détermination délibérée la piste de danse depuis sa table et s'arrêta à 2 pieds devant moi. Elle ne parla pas, elle n'avait pas besoin de le faire. Ses yeux croisèrent les miens, remplis du respect d'un guerrier. Elle se mit au garde à vous, le dos raide comme un piquet, et exécuta un salut parfait, net et totalement silencieux. Un battement de cœur plus tard, de l'autre côté de la pièce, l'amiral Thompson, le vénéré 4 étoiles, se leva et rendit son propre salut. Puis Marcus, puis 3 autres hommes, des messieurs plus âgés que je reconnus maintenant comme des officiers à la retraite, se levèrent comme un seul homme et saluèrent. Le rire était un lointain souvenir. La moquerie avait été anéantie. Il ne restait plus qu'un silence assourdissant et retentissant. Je me permis enfin de regarder ma famille. Le visage de ma mère était un masque d'horreur qui s'effondrait. Mon père était figé sur place, la bouche bée, une statue de rage impuissante. Et Tyler, l'enfant chéri, la star du spectacle, se tenait sur la scène, le visage couleur de cendre. Il se balança une fois, ses yeux roulèrent vers l'arrière de sa tête, et il s'effondra sur le sol dans un évanouissement complet. Le bruit sourd de son corps heurtant la scène fut ponctué par le craquement sec d'une coupe de champagne glissant de la main inerte de mon père et se brisant sur le sol. Alexis, la mariée, une brillante avocate, soudainement confrontée à un cas de fraude et de tromperie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, regarda son mari inconscient, sa mère qui saluait et moi, l'homme qu'ils avaient traité de honte.
Son visage était une toile d'horreur pure et naissante. La vérité n'avait pas seulement éclaté, elle avait explosé, et elle avait rasé leur monde entier. L'implosion de la réception de mariage fut rapide et totale. Les secouristes se précipitèrent sur la scène pour Tyler. Les invités, ne prétendant plus faire la fête, se rassemblèrent en groupes stupéfaits et chuchotants, leurs yeux se déplaçant entre la table funéraire de ma famille et moi. Le récit avait été irrévocablement brisé, et un nouveau récit, bien plus convaincant, avait pris sa place. Je ne restais pas pour assister au nettoyage. Ma mission était accomplie. Marcus et moi sortîmes dans l'air frais de la nuit, laissant le chaos derrière nous. Le silence dans le parking était un soulagement bienvenu. Eh bien, dit finalement Marcus, laissant échapper un long sifflement bas, pour un gars qui garde les portes, tu sais sûrement comment les faire exploser de leur gond. Un sourire rare et sincère toucha mes lèvres. Il s'agit d'appliquer une pression sur les faiblesses structurelles, mon ami. Ils ont construit une structure défectueuse. Le lendemain matin, j'emballai méthodiquement mon sac à vêtements dans ma chambre d'hôtel calme. Mon téléphone vibra. L'identification de l'appelant indiquait « Mère ». Je l'ignorais. Il vibra encore et encore. À la 5e tentative, je répondis. « Que voulez-vous » demandai-je, ma voix dénuée d'émotion. « Je suis dans le hall » dit-elle, sa voix un murmure forcé et rauque. « Nous devons parler. »« S'il vous plaît, Jackson. » 5 minutes. Je soupirai. Il était temps pour le compte rendu final. Je la rencontrai dans un coin désert du salon de l'hôtel, un lieu de tapis beige et d'art générique. Elle avait 10 ans de plus que la veille. Ses yeux étaient bouffis et rouges, sa posture vaincue, mais elle n'était pas venue chercher le pardon. Elle était venue négocier les termes de la reddition. Elle tenta d'abord une tactique différente, la culpabilité. « Comment as-tu pu faire ça, Jackson ?» commença-t-elle, sa voix tremblant d'une indignation fabriquée. « Comment as-tu pu faire ça à ton frère le jour de son mariage? Tu l'as humilié. Tu as tout gâché. » Je me contentais de la fixer, mon silence étant une réfutation plus puissante que n'importe quel argument. Je la laissai s'essouffler. Quand elle eut fini, ses épaules s'affaissèrent, la colère dégonflée, remplacée par une plaidoirie désespérée. « Tu dois réparer ça, dit-elle, passant à son véritable objectif. Tu dois publier une sorte de déclaration. Dire aux gens que c'était un malentendu, une blague qui est allée trop loin. La réputation de Robert dans la communauté est ruinée. Les chaînes sont furieux. Tu dois faire quelque chose. » Je plongeai la main dans la serviette de cuir à mes pieds et en sortis un mince dossier. Je le fis glisser sur la table en bois poli. Il fit un bruit doux et définitif. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-elle, sa main tremblant alors qu'elle le prenait. « Un rapport après action, dis-je. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les documents que je connaissais par cœur, des copies des 3 plaintes anonymes pour manquement à l'éthique qui avaient été déposées contre moi au cours des 10 dernières années. Chacune était arrivée comme une torpille dans la nuit, juste avant un conseil de promotion critique. Chacune était remplie de mensonges vicieux et de demi-vérités, alléguant tout, de l'inconduite professionnelle aux manquements moraux. Chacune avait déclenché une enquête interne stressante qui, tout en blanchissant finalement mon nom, avait jeté une ombre de doute sur ma carrière et m'avait coûté un temps et un élan précieux. La dernière page du dossier était celle qui importait le plus. Il s'agissait d'un rapport de 2 pages d'un analyste en linguistique médico-légale que j'avais embauché en privé il y a 6 mois. Le rapport concluait avec un degré de certitude de 98,6% que l'auteur des 3 plaintes venimeuses menaçant ma carrière était la même personne. L'analyse était brutalement précise, décomposant la structure des phrases, les habitudes de ponctuation et l'utilisation répétée de certaines phrases archaïques. Linguistique médico-légale, expliquai-je doucement, ma voix aussi calme et précise qu'un scalpel de chirurgien. C'est un domaine fascinant. Ils peuvent faire correspondre des textes anonymes aux écrits connus d'un auteur avec une précision incroyable. Dans ce cas, les écrits connus étaient les dizaines de lettres que vous m'avez envoyées au cours de mes 2 premières années à l'académie, à l'époque où vous pensiez encore que cela valait la peine de m'écrire. Elle fixa le rapport, son visage prenant une teinte pâle et sinistre, sa main volant à sa bouche. La preuve était absolue. C'était elle, ma propre mère. Elle avait systématiquement essayé de détruire la seule chose au monde que j'avais construite pour moi-même. J'avais peur, finit-elle par murmurer, les mots se coinçant dans sa gorge. Ton père, après qu'il ait été écarté de sa propre promotion. Il est devenu si amer,
si en colère. Te voir réussir là où il avait échoué, c'était comme verser du sel dans la plaie tous les jours. Je pensais que si je te ralentissais, il serait plus facile de vivre avec lui. Je l'ai fait pour maintenir la paix. Je l'ai fait pour la famille. Non, dis-je, ma voix dure et froide comme de l'acier. Vous l'avez fait pour vous. Vous avez choisi la voie de la moindre résistance. Vous avez sacrifié votre fils pour apaiser l'ego d'un homme faible. Vous avez choisi de gérer un monstre au lieu de lui tenir tête. Je me levai, ma chaise faisant un bruit de raclement discret sur le sol. Il n'y aura pas de déclaration. Il n'y aura pas de réparation. Vous avez construit cette vie. Maintenant, vous devez y vivre. Ne me contactez plus. Alors que je me tournais pour partir, une silhouette fragile mais inébranlable émergea d'un fauteuil dans le coin où elle était assise inaperçue, ma grand-mère, Vivian. Elle avait tout entendu. Elle me dépassa lentement, délibérément, et s'arrêta devant sa fille. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Sa voix était calme, mais elle traversa le silence du salon comme un rasoir. Je t'ai regardé faire, Margaret, dit Vivian, ses yeux remplis non pas de colère, mais d'une profonde déception sans fond. Pendant 30 ans, je t'ai regardé encenser le soleil creux et punir le soleil solide. Je t'ai regardé choisir le confort d'un mensonge plutôt que la difficulté de la vérité. Elle secoua la tête, un petit geste triste. Tu as soigné le mauvais jardin, et maintenant tu vois ce qui a poussé. Ce fut la dernière fois que j'ai vu ou parlé à ma mère. Les appels ont commencé à arriver quelques jours plus tard, un message vocal larmoyant de ma cousine Elisa s'excusant pour sa faiblesse, un appel maladroit et intéressé de l'oncle Roy tentant de réécrire l'histoire en affirmant qu'il avait toujours été de mon côté. Je les ai supprimés sans y réfléchir à 2 fois. Puis un appel est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Alexis Chain. Sa voix était nette, claire et sans fioriture. Amiral Maddox, ici Alexis Chain. Je voulais vous informer personnellement que j'ai déposé une demande d'annulation de mon mariage avec Tyler Maddox, dit-elle. Mon avocat convient qu'il existe des motifs clairs de fraude. J'ai été induite à conclure un contrat de mariage sous un réseau de tromperies et de faux-semblants concernant le caractère et la position de la famille Maddox. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu, Alexis, dis-je, et je le pensais. C'est moi qui suis désolé, répondit-elle, son ton professionnel s'adoucissant un instant. Je suis avocate. Je suis formée pour déceler les mensonges. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle. Les choses qu'ils ont dites sur vous, la façon dont ils vous ont traité, personne ne mérite ça. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle a décrit l'effondrement total qui s'était produit après mon départ de la réception, les cris entre Tyler et Robert, la façon dont sa propre mère, Elena, avait calmement informé Robert que toute association sociale ou professionnelle entre les familles Chain et Maddox était définitivement terminée. C'était une histoire triste et pathétique d'une structure pourrie s'effondrant sous le poids de ses propres mensonges. La dernière communication était un message vocal décousu de 2 minutes de mon père laissé à 3 heures du matin. C'était une tirade pathétique d'excuses, de reproches et d'apitoiements sur soi. Il m'a blâmé. Il a blâmé Tyler. Il a blâmé la marine. Il a blâmé le monde. Les 2 mots qu'il n'a jamais prononcés étaient « Je suis désolé ». J'ai supprimé le message sans l'écouter jusqu'au bout. Il n'était plus mon fardeau à porter. Il n'était que des fantômes, des échos s'estompant d'une vie que j'avais enfin définitivement laissée derrière moi. La guerre était finie. Le long et paisible travail de construction de la paix était sur le point de commencer. Les 6 mois qui ont suivi le mariage ont été une période de reconstruction paisible et délibérée. La démolition avait été bruyante et spectaculaire, mais le processus de construction de quelque chose de nouveau à partir des décombres était une entreprise plus lente et plus significative. Quelques semaines après l'événement, j'ai reçu un appel officiel de l'amiral Thompson. Il était un vieil ami de mon grand-père et s'était intéressé discrètement à ma carrière au fil des ans. Il m'a offert un nouveau poste au Pentagone, une promotion importante à un rôle de supervision d'un programme nouvellement créé d'éthique et de développement du leadership pour le corps des officiers supérieurs de la marine. Après la classe de maître que vous avez donnée en défense stratégique du personnage, Jackson, avait-il dit, sa voix grondant d'amusement, je ne vois personne dans toute la flotte mieux qualifié pour l'enseigner. Vous l'avez vécu. C'était un honneur formidable, le sommet d'une carrière. Il y a quelques années, j'aurais accepté sans hésitation, mais l'expérience avec ma famille avait changé ma perspective. Cela avait recalibré ma définition du service.
Ma bataille n'avait pas été avec l'institution de la marine. La marine, avec ses règles claires et sa structure méritocratique, avait été mon salut. Ma bataille avait été contre un ennemi plus insidieux, le poison silencieux et écrasant de la trahison familiale, un type de guerre psychologique qui pouvait briser l'esprit d'un militaire plus complètement que n'importe quel adversaire étranger. J'ai vu un besoin différent, une ligne de front différente où j'étais particulièrement qualifié pour servir. J'ai respectueusement refusé le poste au Pentagone. Au lieu de cela, j'ai pris le risque stratégique le plus important de ma vie. J'ai soumis ma démission de la marine américaine. Après 20 ans de service, ce fut la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais je savais que c'était la bonne. Avec une partie importante de mes économies, le produit de quelques investissements judicieux et une mission claire et inébranlable, j'ai créé une fondation à but non lucratif. Je l'ai appelée la Fondation Résilience. Son but était singulier et profondément personnel, fournir un soutien confidentiel, des conseils juridiques pro bono et des conseils d'experts aux militaires et aux anciens combattants dont la carrière et le bien-être mental étaient activement sapés par des dynamiques familiales toxiques. Nous les aiderions à se défendre contre le sabotage financier, les parents vidant le compte bancaire d'un soldat déployé, les conjoints accumulant des dettes. Nous les aiderions à contrer le chantage émotionnel et le genre de mensonges destructeurs de réputation qui avaient été utilisés contre moi. La commandante Elena Chin a été la première personne que j'ai appelée. Je lui ai demandé d'être la vice-présidente du conseil d'administration. Elle a accepté immédiatement. C'est la mission la plus importante qu'on m'ait jamais offerte, Jackson, avait-elle dit. Marcus Rivera s'est joint également, dirigeant nos programmes de sensibilisation. Nous avons ouvert un petit bureau sans prétention à Alexandria, en Virginie. Au début, la réponse était au compte-gouttes. Les gens étaient hésitants, effrayés. Puis quelques âmes courageuses se sont manifestées. Nous avons aidé un jeune marine dont les parents essayaient d'obtenir un renvoi déshonorant parce qu'il avait défié leur volonté de s'enrôler dans l'armée. Nous avons aidé une femme pilote de l'Air Force dont l'ex-mari menaçait de se battre pour la garde exclusive de leurs enfants en utilisant son calendrier de déploiement contre elle. Le bouche-à-oreille a commencé à se répandre dans la communauté militaire très unie. Le compte-gouttes est devenu un déluge. J'avais pensé que mon histoire était une anomalie, une situation uniquement dysfonctionnelle. J'ai rapidement et tristement appris que ce n'était qu'une histoire parmi des milliers. J'avais trouvé mon nouveau commandement. Un soir, environ un an après l'ouverture de la fondation, je travaillais tard à examiner un dossier particulièrement difficile. Un colis a été livré par coursier. C'était une boîte lourde et carrée. À l'intérieur, rembourrée de mousse, se trouvait une bouteille de scotch single malt de 25 ans, le genre que mon père avait toujours convoité mais jamais acheté pour lui-même. En dessous se trouvait une seule feuille de papier à lettres épais de couleur crème, le même genre sur lequel son invitation de mariage avait été imprimée. La lettre était manuscrite. Jackson, j'ai vu une interview que vous avez donnée dans une émission d'information sur la Fondation. Vous parliez de courage moral. Vous avez dit que parfois les attaques les plus dangereuses ne viennent pas de l'avant, mais de votre propre flanc arrière. Je ne réalisais pas à quel point vous étiez monté haut parce que j'étais trop occupé à regarder vers le bas. J'ai passé toute votre vie à penser que vous nous aviez abandonnés. Je vois maintenant que c'est nous qui vous avons abandonnés, Robert. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une demande de pardon. C'était une confession écrite dans le langage guindé et fier d'un homme incapable de prononcer les mots « je suis désolé ». C'était le plus près qu'il ne s'approcherait jamais d'admettre la vérité. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la bouteille de scotch non ouverte dans le placard de mon bureau et j'ai gardé la lettre. C'était un document historique maintenant, un témoignage d'une guerre qui était enfin vraiment terminée. L'anniversaire de l'ouverture de la fondation fut une affaire discrète. Nous avons organisé une petite réception dans notre nouveau siège social, plus grand, pour le personnel, les donateurs et certaines des familles que nous avions aidées. Alors que je parlais avec Elena, mon assistant s'est approché de moi, son expression étant désolée. « Monsieur, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a un homme ici qui veut vous voir. Il n'a pas de rendez-vous. Il dit qu'il s'appelle Tyler. » Je me suis retourné, et il était là, debout avec hésitation dans l'arche du hall principal, l'air perdu et déplacé. L'année n'avait pas été tendre avec lui. La démarche arrogante avait disparu, remplacée par un épuisement profond et las. Il était mince, son costume cher pendant sur lui comme un costume. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-il, sa voix si basse que je pouvais à peine l'entendre au-dessus du doux bourdonnement de la réception. Je l'ai conduit dans la solitude tranquille de mon bureau.
Il s'est effondré dans l'un des fauteuils en cuir face à mon bureau, ne me regardant pas, mais fixant le mur derrière moi. Il était couvert de photographies, non pas de famille, mais de la vie que j'avais construite, mon équipe de commandement sur la passerelle de mon dernier navire, une photo de groupe d'une course de charité de la Fondation, une photo de moi serrant la main d'un jeune marin que nous avions aidé à remettre sa vie sur les rails. Mon divorce d'avec Alexis est définitif, dit-il, sa voix plate et engourdie. Son avocat était un requin. Elle a eu la maison, la voiture, tout. Elle le méritait. Il laissa échapper un rire sec et rauque qui ne contenait aucune gaieté. Papa me parle à peine. Il me blâme pour tout, pour m'être évanoui, pour ne pas avoir été assez fort pour vous gérer, pour l'avoir embarrassé. Pourquoi êtes-vous ici, Tyler, demandai-je, ma voix directe mais pas méchante. Il me regarda enfin, et ses yeux étaient ceux d'un enfant perdu. Ils étaient remplis d'une honnêteté désespérée et pathétique que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Je suis venu vous dire quelque chose. Après le décès de grand-maman Vivien, nous avons dû trier ses affaires pour les funérailles et la succession. Alexis m'aidait encore à ce moment-là. Il prit une inspiration tremblante, ses mains se tordant sur ses genoux. Elle vous a tout laissé, Jacques. La maison, ses actions, un héritage important. L'avocat de la succession essaie de vous trouver. C'était une nouvelle, mais je pouvais dire que ce n'était pas le but. Il y avait plus. Ce n'est pas pour ça que je suis ici, chuchota Théil, sa voix se brisant. Dans son coffre-fort, il y avait de vieilles lettres, des lettres entre elle et grand-père de l'époque où papa était un jeune officier. Il baissa les yeux sur ses propres mains tremblantes. Papa était sur la voie rapide. Il était pressenti pour un commandement majeur, une promotion qui allait faire sa carrière, mais il a été écarté. Il y a eu un incident, disait la lettre. Une violation grave de l'éthique impliquant des fonds gouvernementaux a tué sa carrière. C'est pourquoi il n'a jamais dépassé le grade de capitaine. Il l'a enfoui. Il a passé toute sa vie à en avoir honte. Et voilà, la dernière pièce manquante du puzzle. L'histoire de l'origine du monstre, le ressentiment de toute une vie de mon père, son amertume vicieuse et ciblée envers moi, n'était pas seulement une simple jalousie. C'était une projection de sa propre honte secrète et profonde. Il ne pouvait pas supporter la vue de mon succès parce que c'était un monument vivant et respirant à son propre échec. Il m'a traité de honte pour noyer la voix dans sa propre tête qui lui criait la même chose. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Tyler. Il n'a même pas essayé de les essuyer. Toute ma vie, dit-il en s'étranglant, les mots lui étant arrachés, tout ce que j'ai fait, chaque mensonge que j'ai dit, chaque fois que je vous ai blessé, c'était pour son approbation. Je voulais juste qu'il soit fier de moi, mais il ne l'a jamais été. Il s'est juste servi de moi comme d'un bouclier pour cacher sa propre honte. Il leva les yeux vers moi, son visage étant une ruine de regret. Comment puis-je réparer ça, Jacques? Comment puis-je me réparer? Je ne sais même pas qui je suis sans lui. Comment devient-on une bonne personne? J'ai regardé mon frère, l'enfant chéri, maintenant juste un homme brisé dans un costume cher, et j'ai senti la dernière braise de colère dans mon cœur enfin se refroidir, laissant derrière elle non pas le pardon, mais une vaste et vide pitié. Il n'était pas mon rival. Il n'était pas mon ennemi. Il était juste la dernière victime d'une guerre qu'il n'avait jamais comprise. Je ne lui ai pas offert un câlin ou des mots de réconfort faciles. Cela aurait été un mauvais service. Il n'avait pas besoin d'un sauveur. Il avait besoin d'un point de départ. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une carte de visite. Elle appartenait à un thérapeute, l'un des meilleurs de la région de DC, un homme avec lequel notre fondation travaillait et qui était spécialisé dans les traumatismes familiaux complexes. On ne devient pas une bonne personne comme ça, Tyler, dis-je, en lui tendant la carte. C'est une mission. Elle nécessite un plan, de la discipline et une volonté d'affronter des vérités inconfortables, et c'est une mission que vous devez commander vous-même. Votre voyage commence ici. Il prit la carte comme si c'était une bouée de sauvetage. Il la tint dans sa main tremblante et me regarda, et pour la première fois de toute notre vie, je pense qu'il me vit enfin non pas comme un frère ou un rival, mais simplement comme un homme qui avait trouvé son propre chemin hors de l'obscurité. Une autre année s'est écoulée. Les saisons ont tourné. Le monde continue de bouger. La Fondation Résilience a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons un personnel de 20 personnes, un réseau de bénévoles à travers le pays et nous avons aidé plus de 500 militaires et leurs familles à naviguer dans les eaux sombres et perfides de leur propre guerre privée. Nous faisons du bon travail.
C'est le commandement le plus important que j'ai jamais eu. Je n'ai plus jamais entendu parler de Tyler. Je ne sais pas s'il a déjà appelé ce thérapeute. J'espère qu'il l'a fait, mais son voyage, sa guerre, lui appartient à combattre. J'ai ma propre paix à maintenir. La maison que ma grand-mère m'a laissée dans son héritage, celle remplie de tant de fantômes, je l'ai vendue. Au moment où la vente a été finalisée, j'ai senti un poids que je ne savais même plus que je portais se soulever de mes épaules. J'ai pris chaque centime du produit et j'ai créé le fonds de bourse d'études Vivian Maddox, qui fournit des fonds universitaires complets aux enfants des marins enrôlés qui font preuve d'un caractère exceptionnel. C'était une façon de transformer le sol empoisonné de mon passé en un jardin pour l'avenir de quelqu'un d'autre. De la maison, je n'ai gardé qu'une seule chose, l'ancienne boussole en laiton de mon grand-père, celle que Vivian avait pressée dans ma main avant le mariage. Elle est assise sur le coin de mon bureau aujourd'hui, un rappel silencieux et constant de toujours connaître mon propre nord véritable. Ma vie est calme maintenant, mais elle n'est pas vide. Elle est pleine de sens. Les fantômes de Robert, Margaret et le garçon que Tyler était autrefois ont été affrontés, compris et ont finalement reçu un renvoi déshonorant de ma vie. La semaine dernière encore, je me promenais le long du fleuve Potomac, le Jefferson Memorial brillant de blanc de l'autre côté de l'eau. J'étais avec un jeune capitaine de la marine, un officier brillant dont la carrière avait failli être compromise par un père possessif et manipulateur qui avait tenté de saboter son habilitation de sécurité. Nous marchions juste, et j'écoutais, une compétence que j'en suis venu à apprécier plus que la capacité de donner des ordres. Après un long silence, le jeune capitaine me regarda, ses yeux remplis d'un mélange de respect et de curiosité. « Monsieur, demanda-t-il avec hésitation, est-ce vrai ce que disent les gens de la Fondation à votre sujet ? Que vous étiez vraiment un vice-amiral ? » J'ai cessé de marcher et j'ai regardé le fleuve. Un bateau de tourisme est passé, son sillage berçant doucement l'eau. Le soleil était bas dans le ciel, peignant les nuages dans des tons d'orange et de violet foncé. Pendant un instant fugace, j'ai vu un reflet sur la surface de l'eau, non pas de l'homme en simple polo bleu et en kaki que j'étais aujourd'hui, mais de l'homme en uniforme blanc de cérémonie impeccable, les 3 étoiles d'argent sur ses épaules brillant au soleil. J'ai pensé au long, douloureux et finalement victorieux voyage depuis ce garçon tranquille avec le porte-avions modèle brisé jusqu'à l'homme qui s'était tenu seul dans cette salle de bal, inflexible et intact. Un sourire sincère, facile et spontané, s'est répandu sur mon visage. Je l'étais, dis-je, ma voix calme mais ferme et sûre. Une fois, mais maintenant je suis juste quelqu'un qui a décidé de ne pas disparaître. Le jeune capitaine hocha lentement la tête, un regard de compréhension profonde sur son visage. Il n'avait pas besoin de dire autre chose. Nous sommes restés là un instant, 2 guerriers de générations différentes, liés par une vérité partagée et tacite. Puis nous nous sommes tournés et avons continué notre marche, parlant non pas des batailles du passé, mais de la promesse de l'avenir, son avenir, et de la paix tranquille et inébranlable du mien. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre et qu'elle vous a peut-être donné un peu de force si vous menez vos propres batailles. Avez-vous déjà dû vous battre pour définir votre propre valeur contre l'histoire que quelqu'un d'autre essayait d'écrire pour vous ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite.